establish a peer relationship. What you need to do, I just want you to do a quick exercise for me. With the person sitting to your left or your right, just introduce yourself, tell them your name, where you come from, or which organization has brought you here. And most importantly, listen to what they have to say, and then give them a chance to tell you who they are. And hopefully this conversation will continue after this. You got 30 seconds to do this. Come on, I want to see some peering here. Okay, excellent, excellent. Bien. Je m'appelle Matthew Chikwende et je représente l'IP Telecom et c'est ma 10e participation à l'AFPIF. J'adore venir ici et bien sûr ça fait plaisir d'être à l'île Maurice. Je vais maintenant demander à Patrick Christian, qui est l'analyste pour Télégéographie et qui arrive de Californie. Donc ça fait maintenant 5 ans qu'il a rejoint la famille AFPIF, pardon. C'est depuis Maputo, c'est ça? Alors, Patrick, en fait, assure toute la partie analyse de données, etc. Et on compte beaucoup sur son expertise. Donc, expertise de la part de Télégéographie. Toutes les stats, en fait, que l'on reçoit, c'est Patrick, en fait, et son équipe. Et aujourd'hui, Patrick va nous faire état, justement, du paysage changeant en matière de connectivité pour l'Afrique. Merci Mathieu. Patrick Christian, voilà, c'est moi. Donc côte ouest des États-Unis. J'espère que vous arrivez à garder la tête hors de l'eau. Tout va bien, hein, on se sent mieux maintenant, on est un peu plus intégré. Alors ce que je vais faire, je vais parler de structure, de hub, de connectivité également, etc. Alors sinon, ce que je vais faire, c'est je vais continuer avec ce dont Karen et Motuki ont parlé hier. Donc voilà, je vais revenir à 5 ans en arrière, car c'était 5 années importantes pour moi. Et je me souviens, il fallait revenir, oui, effectivement, en arrière sur l'historique. Donc sinon, moi, ma première participation, je suis arrivé, j'étais, je crois, le seul gringo américain, donc gringo pour les blancs américains, comme on les appelle là-bas. Alors les gens se demandaient, mais écoutez, c'est qui ce gars? J'ai l'impression qu'il a un accent de New Jersey. Et ça, c'est Kyle de l'Ouganda qui demandait. Et ça fait combien de temps? Donc voilà, pour la première fois quand je suis arrivé. Et 2 à 3 ans après, plus tard, je crois que Andrew était là. Et il y avait tout un groupe de personnes, donc Brad par exemple de Phoenix, qui vient à l'île Maurice de Phoenix, franchement, des États-Unis pour assister à une conférence. Mais bon, bref. Donc lors de ma première
participation. Donc moi je représentais justement l'ouest de l'Afrique. Mais bon, bref. Mais bref. Maintenant à l'île Maurice. Au sud-est du continent. Alors, 5 ans déjà. Donc, d'ailleurs, merci à Rogers Capital pour son accueil. Magnifique. La nourriture est bonne. On est à la plage. Les vagues sont parfaites. Comment vous faites d'ailleurs? Ça peut distraire, c'est vrai, mais après la conférence. Bref, revenons à nos moutons. Donc Rogers Capital qui demandait mais comment vous connaissez que alors c'est justement la question que je me suis posée en fait. Et j'ai posé la question comment est-ce que ça se fait que vous vous connaissez autant, etc. Donc mais bon, c'est une grosse communauté, une grosse famille, une grande famille et qui se connaît très bien d'ailleurs. Vous avez des oncles et des tantes, j'imagine, dans cette famille. Bref, c'était génial. Je vais revenir à nos moutons pour la deuxième fois. Donc le changement du paysage. Alors, voilà pour les quelques lignes de ma présentation. Les fournisseurs de contenu, par exemple. Bon, là, je vais parler des OTT, Microsoft, Google, AWS, etc. etc. Alors, ces acteurs, quel rôle ils jouent? Subsea aussi. Ensuite, les points de convergence, où se retrouvent justement les réseaux en Afrique et pourquoi. Alors, le système de câblage pré-2016. Donc ça fait maintenant un moment qu'on travaille dessus. Ça fait quoi? On a 400-500 câbles. Donc, système de câblage, système de câbles sous-marins en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, c'est relativement dense. Mais qu'en est-il des 2-3 dernières années? Donc, idem. Pensons pour le paysage. Vous voyez bien les différentes connexions et les câbles sous-marins entre l'Europe et l'Asie. Mais depuis les derniers 3 ans, pour l'Afrique, pas grand-chose. Désolé. Oui, Saks, je crois. Et bien sûr, les fournisseurs, justement, sont contents. Mais bon, il nous faut toujours plus de routes. Et en passant, les câbles Google, en fait, n'y apparaissent pas ici. Alors, on a une idée de ces câbles, où ils se trouvent. Écoutez, il y a une certaine croissance. N'oubliez pas, nous à Télégéographie, on se penche sur la capacité internationale. Et toutes ces connexions ici, comme on peut le voir sur la diapo, donc on a différentes bandes passantes, comme par exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, bande passante utilisée. Interrégionale entre l'Europe et les États-Unis et l'Asie, vous voyez bien que la majorité s'y trouve. Donc, avec les fournisseurs de contenu principaux. Et on va faire une comparaison avec les autres.
Alors, les mêmes statistiques, mais par route maintenant. La route transatlantique. 80% de la bande passante utilisée provient de réseaux des fournisseurs de contenu. Donc c'est différent. Ce graphique en tout cas vous fait état de ces pourcentages d'utilisation de bande passante ou de bande passante utilisée. Sur cette diapo, la croissance, bien que ça a l'air petit pour l'Afrique, la croissance a été énorme quand même. Bien sûr, c'est une base plus petite, mais l'Afrique est leader quant à la croissance de fournisseurs de contenu. Alors, donc ces systèmes, comment cela affecte justement le nouveau système sous-marin. Donc on se penche sur la demande, DC à DC, et la distribution et le service cloud. Donc DC à utilisateur. Alors DC à DC. En gros, c'est connecté à d'autres data centers. Et les localisations géographiques de ces centres se trouvent dans des zones avec présentant un environnement bien sûr excusez-moi favorable à coût moindre également. Donc souvent ce sont des îles qui sont choisies. Alors on a remarqué également que les systèmes changent afin de s'adapter, donc dépendant de la géographie. Ensuite, service cloud et distribution de contenu. Donc data center à utilisateur, avec un accent qui est mis sur la distribution aux utilisateurs finaux. D'où justement il y a des hubs principaux ou des hubs secondaires que l'on voit apparaître. Également la capacité qui est octroyée au marché développé et au marché émergent, majeur. Alors, maintenant, les centres de données, les data centers cloud, donc pour la période 2006-15, on voit bien que la plupart de ces centres, en fait, se trouvent plutôt dans l'hémisphère nord, Europe, États-Unis, Asie de l'Est, et lors des 3 dernières années, d'autres data centers donc, qui ont vu le jour. En Europe, par exemple, il y en a pas mal. Pour le Moyen-Orient également. C'est d'ailleurs, comme vous le savez, c'est un endroit pas évident. Je suis sûr qu'à Cape Town, tout en bas, en Afrique du Sud, j'imagine que c'est AWS. Alors, pour revenir à ces câbles sous-marins, ici, cette diapo porte sur les investissements en matière de câbles sous-marins. Voilà à quoi ça ressemble comme paysage, mais la chose intéressante, c'est pour l'Afrique. Bon, on voit bien le câble Google pour l'Australie et l'Amérique du Sud également. Pour les nouveaux investissements, donc en matière de câbles sous-marins, très peu d'investissements entre 2016 et maintenant, à ce jour en tout cas pour l'Afrique,
Mais la deuxième région après la route transpacifique, donc on a remarqué qu'il y a du travail en cours. Donc, Afrique subsaharienne maintenant. Donc, quant à la croissance de la bande passante, désolé si vous êtes de l'Afrique du Nord, c'est un marché différent, plus proche de l'Europe. Il y a beaucoup plus de connectivité à l'Europe, avec l'Europe plutôt, en raison de cette proximité des deux parties. La raison pour laquelle ici, moi, je me concentre sur l'Afrique subsaharienne. Donc, un gros trafic. Non seulement de la bande passante utilisée, il y a eu une chute de la croissance en 2019, à partir de 2018. Donc vous voyez bien cette chute. Bon, très bien. Ça, c'était la partie capacité. Mais est-ce mais on se penche sur quoi exactement? Et ici, depuis 2002, on peut avoir une idée de la connectivité intra-africaine croissante. Et depuis les 10 dernières années, il y a croissance quant à la connectivité intra-africaine, voire la capacité, mais on est autour des 20%. Donc voilà. Et ici, une diapo vous démontrant la capacité. Donc on voit bien que l'Europe est très influente, mais il y a également changement, donc qui se concentre vers Marseille, Palerme, Lisbonne également. Donc voilà par où ça passe. Donc les routes intra-africaines, beaucoup plus intéressantes pour nous. En fait, il y a eu un petit changement. Petit changement, là... Rappelez-vous, l'année dernière, on a dû descendre à 1 giga pour avoir cette densité. Là, par exemple, sur la côte Est, on voit beaucoup plus de capacité intra-africaine. Mais la partie Ouest, la partie Ouest commence à se réveiller. Par exemple à Lagos, et des connexions qui émergent ici et là. Donc il y a pas mal de mouvements de circulation. Et je vais revenir sur la question des hubs ultérieurement. Donc la route nord-sud alors. Je crois que Liquid est dans le nord, en Égypte, je crois. Donc maintenant, il nous faut une connexion ouest-est, n'est-ce pas? Et si vous allez par exemple au Tchad, au Soudan, on va voir. Peut-être qu'il y a des petites apparitions ici et là. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Donc, on parlait de capacité. Et forcément, il y a bien sûr une question de frais, de coûts. Et là, j'aurais souhaité placer l'Afrique dans ce contexte en faisant une comparaison avec le reste du monde. Donc, si par exemple vous êtes en Europe
aux États-Unis, donc on voit bien la tarification qui est considérée comme normale en comparaison avec notre région. Pour l'Afrique, oui, souvent. Le tarif était similaire, par exemple, à Sydney, mais il y a eu chute, surtout sur la côte ouest. Oui, je sais. Il y a Chris et Walt, en fait, qui souvent disent « Ah, mais je peux trouver moins cher, etc. » Mais bon, bref. Hum, hum, donc oui, il y a des possibilités différentes tarifications. Mais ça, c'est voilà, c'est pour vous donner une idée, en fait. Petit à petit, le continent s'approche, par exemple, de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, d'ailleurs, qui est un marché intéressant. Et d'analyser ce qu'il y avait dans le passé entre l'Amérique du Sud et le continent africain. Afrique-Europe. Donc voilà les trois routes principales. Johannesburg-Londres. Donc Johannesburg, Lagos, Nairobi, Londres. Et il y a eu, oui, une chute du tarif. Donc l'ouest qui devient moins cher que la côte est du continent. Très bien, ça c'était pour le réseau. Et quels sont les points de convergence, justement? Donc parlons un peu des facteurs, en fait, pour les nouvelles interconnexions. Effectivement, on se penche sur la bande passante internationale. Ça, c'est une partie. C'est une partie, ce n'est pas l'ingrédient principal. Il vous faut un opérateur neutre, donc DC ou IX. Donc c'est intéressant. J'aurais aimé avoir une diapo pour les centres de données des data centers en Afrique. Mais bon, là, on s'est concentré sur l'Europe, etc. Et le continent américain, et les États-Unis en tout cas. J'espère pouvoir avoir des données l'année prochaine pour notre continent. Alors, qu'avons-nous besoin maintenant? Forcément un environnement propice, en matière de réglementation propice. Un tarif concurrentiel également pour la connectivité locale et un écosystème, un contenu, etc. Une nouvelle diapo. C'est la capacité de croissance par pays d'IP international. Donc voilà quelques villes. Donc ça, c'est la capacité internationale. On ne parle pas de trafic interne. Et comme vous pouvez le voir, depuis les 5 dernières années, 4-5 années, donc la croissance est relativement élevée. Donc prenez Johannesburg, 1 terabyte. Lagos, donc qui a connu une forte croissance en deuxième position, et 3 marchés où l'on voit qu'il y a plus de 70% de croissance, soit Cotonou, mais on m'a dit que ça c'était avant les dernières élections, j'espère que ça va continuer, suivi de Kigali et Libreville. Donc voilà la croissance
par ville. On voit bien que Johannesburg est loin devant, avec quelques longueurs d'avance en tout cas. Cape Town aussi qui arrive en force. Mombasa qui tente à stagner. Alors, les ingrédients de cette capacité internationale. Voyons maintenant la tarification. Alors ici, c'est une comparaison des changements de tarifs. Donc vous voyez bien qu'il y a eu des chutes de tarifs. Donc sur la côte ouest, comme je vous ai dit tantôt. Johannesburg-Londres, la comparaison Johannesburg-Londres également. Lagos, la ville de Lagos, c'est Londres, donc Lagos qui a connu une grosse chute. Et oui. Une fois que vous... bref, vous verrez ces différentes... Et puis pour les transits, par méga, on a vu une chute. Nairobi est en réalité est le moins cher et Lagos le plus cher de loin. Ce sont des prix moyens. Par exemple, Johannesburg, ça c'est 10 gigas. Hein, donc vous pouvez peut-être toucher moins de $2, le prix de $2. Pour revenir à cette carte, nous voyons les hubs. Il n'y a pas de grande surprise. Vous voyez que l'Afrique du Sud est le plus gros hub. Et puis, bien sûr, le Nigeria et le Kenya, qui sont des hubs secondaires. Nous voyons une croissance intéressante, comme en Afrique de l'Ouest, Accra commence à monter en puissance. Donc, le Ghana est un peu un cas à part. On peut, pour en parler, nous voyons le Sénégal, Abidjan par exemple. Et bougeons un petit peu plus à l'intérieur, Kampala. Et est-ce qu'ils sont des hubs ou non? Nous avons commencé à les préparer, comme celui de Cape Town et Joburg, et puis la même situation que Lagos. Et puis en Afrique du Sud, il y a des problèmes, il y a beaucoup de compétition, beaucoup de problèmes de réglementation. Donc à Lagos, nous sommes dans un autre univers complètement. Et dans la dernière année, les prix ont baissé. Donc quand les prix baissent, bien sûr, la connectivité augmente exponentiellement. Et même dans les centres de données, Mombasa, Nairobi, Accra, Lagos, Lagos et ils ont des millions d'utilisateurs à l'intérieur même du Lagos, le Nigeria. Mais c'est peut-être un marché difficile où il est difficile de s'installer parce que il y avait déjà, nous avons aussi étudié les possibilités. Ça n'a rien à voir avec l'environnement, donc les gens vont y bouger si le trafic augmente. Donc, dans la dernière année, Accra, si vous voulez, il y a quelques années, on pensait qu'Accra se développerait autant que les autres. Et pour le moment, Accra est plutôt devenu une plateforme de transit plutôt. Et nous avons vu un peu plus d'activité à Accra. Peut-être pour les sociétés qui ne sont pas en train de s'installer à Lagos, ils pourraient peut-être bouger sur Accra ou alors au Nigeria carrément. Donc nous voyons une croissance régulière à Accra. Mombasa, Nairobi,
Mombasa, beaucoup plus un nœud de transit. Nairobi a la connectivité complète, donc vous pouvez bouger vers le Rwanda, l'Ouganda et peut-être jusqu'à la République démocratique du Congo. Et puis il y a cette attraction autour de... Et puis Djibouti, par exemple, en dehors des connexions très très modestes, et vous ne pouvez pas aller plus loin quand vous êtes à Djibouti, donc ça fait que ce serait beaucoup plus un nœud de transit. Djibouti, une plateforme pourrait être coincée à Djibouti. Je pense que récemment il y a eu des changements. Dans les marchés éthiopiens, par exemple, il y a eu des changements. Peut-être que si vous avez une connectivité vers l'Éthiopie, là, ça pourrait présenter des opportunités beaucoup plus intéressantes. Mais non seulement comme un hub de transit, donc Djibouti pourrait migrer vers autre chose. Kigali, beaucoup d'activités, bien qu'on soit enclavé. Donc, si vous avez des difficultés avec les médias sociaux, mais nous voyons pas mal de croissance à Kigali. Même chose, beaucoup d'activités à Kigali. Je ne savais pas, mais l'année dernière, ils avaient une connexion avec la Corée. Donc, les télécoms coréens étaient en train de les aider. Donc, il y a de la fibre, mais je ne savais même pas qu'on pouvait avoir de la fibre à Kigali, alors que donc les Coréens sont là. Et puis Abidjan, Dakar, Abidjan, nouveau sur notre radar. Nous avons le câble, on a vu des mouvements également. Il y a des Chiliens qui parlaient de débarquer au Sénégal et à Abidjan, plus d'activités pour les centres de données également. Et puis, il y a comme pas mal de développement. Et on parle également de mettre en place des centres de données à Abidjan, au Dakar. Ces deux destinations sont en croissance. Certains ont été délaissés parce que nous voyons maintenant plus d'activités parce qu'il y a des multiples fournisseurs d'accès. Donc, ces possibilités sont en train d'ajouter de la croissance au lieu lui-même. Les fournisseurs de contenu et des influenceurs. Et maintenant, nous commençons à avoir il y a des nouveaux décès et nous les verrons des centres de données, des CD plutôt, donc traditionnels et des nouveaux, pardon. Mais le système est beaucoup plus traditionnel qu'autre chose. Donc, ils ont besoin d'une capacité un peu plus internationale pour pouvoir voir une croissance significative. Dépendant où vous êtes en Afrique, mais la nécessité, c'est que le trafic connaisse quand même une croissance. Les centres de données, etc., sont très importants pour... Donc, le mix magique, pour ainsi dire, c'est d'avoir des IXP, d'avoir des centres de données. Et c'est aussi important que des câbles ou des portions de câbles. Et nous verrons l'année prochaine ce qui se passerait quand je remettrai cette diapo sur l'écran. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Patrick. Juste... donc une question de ma part, par exemple. Vous avez parlé du trafic sur les nouvelles plateformes. Quels sont un peu les
les bandes passantes, quelle est la relation entre les bandes passantes et les nouvelles plateformes? Est-ce que vous voyez une corrélation entre la bande passante et le prix et la croissance de ces plateformes? Oui. Dès que les prix baissent, la croissance est immédiate pratiquement. Oui, c'est pour ça, par exemple, au Sénégal et à Dakar, nous les avons gardés sur notre poste d'observation. Ils ont baissé les prix d'une façon draconienne, donc c'est très intéressant. Donc nous avons vu beaucoup plus de routeurs qui ont été installés et la bande passante a également augmenté en parallèle. Donc quand on parle des plateformes secondaires, par exemple, avant c'était le Lagos et le Kenya, mais maintenant nous voyons des croissances un peu ailleurs dans d'autres plateformes et même à l'intérieur du pays comme Kigali et Kampala. Voilà, question s'il vous plaît, merci. Je suis de l'Internet Société. Vous avez parlé de... Vous avez parlé de 2080. Je serais curieux de savoir, quand vous comparez ça au transit IP international, à quoi vous comparez ça? Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse facile? C'est très difficile de donner du service domestique local. Toutes ces données, nous les avons récoltées de la part des fournisseurs d'accès comme les CACOM et ils ont passé beaucoup de temps à remplir ces données. Et c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts à ce sujet. Oui, nous avons pas mal de statistiques sur les routeurs locaux, mais les statistiques sont plutôt internationales. Donc, nous parlons plus de la croissance comme le trafic pour les caches. Donc, on parle de la capacité internationale, mais pas la croissance à l'intérieur de ces plateformes. Donc, nous savons qu'il y a de la croissance, mais elle est difficile à mesurer. Donc, il y a 1 an ou 2, quand Thomas était là, il nous disait que 95% du trafic était de l'Afrique. Oui, mais la façon pour nous de faire le suivi, nous ne mesurons pas le trafic lui-même, nous ne savons pas, mais nous connaissons la capacité sur les routeurs et à ce moment-là, nous connaissons le niveau de trafic, mais nous ne savons pas de quel point est-ce que vous pensez que l'année prochaine, on pourrait mesurer le trafic international par rapport au trafic local? Si vous parlez au centre de données, au CDN, nous, dans le suivi que nous faisons, c'est plus difficile de diviser ces deux statistiques. J'avais une diapo que je devais vous montrer d'ailleurs, et puis je me suis... j'ai hésité à le faire, donc je ne l'ai pas montré. En comparant le trafic sur les routeurs, on pourrait mesurer la capacité internationale. À l'exception de l'Afrique du Sud, Nigeria, ça s'améliore. C'est une fraction de la capacité internationale. Ce qui est sur les routeurs privés, on ne peut pas faire le suivi de ça. Il doit y avoir pas mal de trafic là-dessus également. Mais si tous les IXP mettaient les trafics domestiques et les séparaient dans vos statistiques générales, j'ai essayé de le faire, mais je n'avais pas assez de données pour le faire. Et le Kenya ne montre pas ses statistiques. Et la même chose avec le Ghana. Donc, donc si vous mettez ces statistiques sur vos routeurs, à ce moment-là, nous pourrons avoir des sources beaucoup plus fiables.
Merci. Applaudissements pour Patrick, s'il vous plaît. Donc, depuis ces 10 dernières années, nous avons parlé de AFPIF, mais les gens ont une boule de cristal et ils peuvent lire dans le temps pour voir la croissance. Donc maintenant, je dois faire appel à un citoyen africain sur l'innovation, un des esprits les plus brillants que nous avons en Afrique. Et il va partager maintenant ses connaissances avec nous et il va nous parler un petit peu de l'avenir, de ce qu'il y a dans sa boule de cristal, justement. Bonjour. Je crois qu'on est toujours le matin. C'est difficile à dire, mais quand on voyage autant, nous sommes un peu confus. On se retrouve à travailler à 3 heures du matin. Donc, bonjour, quelle que soit l'heure du jour. Merci de m'avoir demandé. Je vais passer assez rapidement sur les premières diapositives, qui sont plutôt des diapos d'introduction. Et je vais essayer d'aller vers des choses beaucoup plus techniques. C'est là où est la question la plus intéressante. Et après, nous ferons une session de questions-réponses. D'abord, petit historique rapide. Quand je dis c'est une leçon d'histoire moderne, d'histoire contemporaine, donc ça revient, on parlait au Caire dans les années 1800, on parlait du rail, des trains éventuels, et ça c'est un petit peu, ça c'est beaucoup plus récent, donc en 2013, d'une manière intéressante, il n'y a pas eu tellement de mouvement dans les nouveaux câbles, mais nous savons qu'il y en a plein qui vont surgir. Dans cette image, nous sommes limités, pratiquement pas de peering transfrontalier et les pays du continent étaient très limités. Et ça, c'est quelque chose qui... Donc, voici la map, la carte terrestre. Il y a pas mal de fibres optiques qui traversent le continent et ils sont en croissance. Il n'y a... Donc, voilà, vous pouvez peut-être... donc ça c'est une carte interactive qui peut vous montrer les fibres qui sont en préparation. Donc on pouvait construire une capacité du Cap vers le Caire. Donc récemment Dar es Salaam vers la Namibie. Ça pourrait vraiment... mais nous prédisons une croissance très significative entre l'Est et l'Ouest. Si vous voulez aller de l'Asie aux États-Unis, la route la plus sûre, c'est à travers l'Afrique. Nous pensons que l'Afrique va devenir un passage de transit entre l'Est et l'Ouest. Donc, ça nous donnerait des opportunités très intéressantes. Et, mes amis, le prix du routage sont en déclin. Donc, donc payer $150 par méga à Londres. Donc, nous voyons une croissance similaire à travers l'Afrique, mais plus lente. Mais nous pensons que d'ici 2030, nous allons avoir une parité dans les prix avec l'Europe en ce qui concerne le prix de la connectivité. Donc, c'est un marché très différent. Quand vous descendez vers ce prix, à cause de la capacité et à cause du trafic, l'intensité du trafic, il y a des implications très intéressantes en ce qui s'agit. Donc voilà, la bande passante, cette donnée est venue d'un test de vitesse. Il y a pas mal de tests de vitesse et donc ils ont consolidé plusieurs études de vitesse. Nous avons vu beaucoup de croissance dans la bande passante, mais le test de vitesse, Madagascar par exemple, a vu une augmentation de 246% dans la vitesse
Maurice a vu 228% de croissance dans la vitesse. Donc les îles ont vraiment adopté le câble et les utilisent très intensément. Donc vous allez voir beaucoup plus d'adoption. Les pays vont s'accaparer ces câbles. Donc il y a eu beaucoup de déploiements dans le câble à la maison, donc le FTTH. Et donc ce n'est pas tout à fait Madagascar ont doublé la croissance. Ils ont Maurice, Madagascar et tout. Il y a eu un mouvement très significatif. Et certains, donc, la pénétration augmente. Énorme demande pour la fibre partout. Est-ce que ce sera le cas? Quel sera l'impact de la 5G? C'est une question très intéressante. L'arrivée de la 5G va résulter en une densité des nations de base qui vont adopter la 5G. Il y a un article en 2012, en fait, pour l'avenir du sans-fil et vraiment un feu de forêt. Donc, la 5G va augmenter et la complexité du routage et du contrôle de trafic avec le nombre d'appareils va augmenter d'une manière exponentiellement et la difficulté va devenir exponentielle également. Mais à un regard vers l'avenir, nous avons vu des plateformes régionales, Joburg, Cape Town, Nairobi, Kenya. Nous pensons que une plateforme très à l'ouest de l'Afrique n'a pas encore vu Lagos, Abidjan, Accra, Douala. Ce sont là des options et la majorité du contenu va être desservi par ces régions et nous surveillons où est-ce que la partie ouest de l'Afrique va se développer. Parce que nous ne sommes pas du tout convaincus que ce sera de la perspective d'une plateforme régionale. Donc, comme nous l'avons dit, l'Afrique deviendra un passage de transit, mais ça va aussi venir avec ses défis. Mais, donc voilà. La première implication, c'est la taxe. Donc, le gouvernement va taxer certains contenus et ça va créer des situations très intéressantes. Les shutdowns et donc les fermetures, donc ça devient intéressant, fermetures et les arrêts. La réglementation et le cadre réglementaire n'est pas du tout en train de devenir beaucoup plus facile. Et nous voyons que les clients demandent beaucoup plus de flexibilité, moins de contrôle, un niveau de service beaucoup plus élevé et donc même des facilités dans la mutation. Et bien sûr, nous rêvons tous de l'accord de libre-échange africain et nous espérons. Mais l'état d'esprit de notre utilisateur, ils veulent plus de contrôle, ils veulent des temps de réponse beaucoup plus accélérés, beaucoup plus courts. Et au fur et à mesure que tout ceci change, les délais de livraison, les clients veulent de la bande passante, mais tout ça a changé. Il s'agit aussi du coût, du contrôle, où passe le trafic, mon trafic et tout ça. Toutes ces questions deviennent de plus en plus importantes. Donc allons. Voilà, l'automatisation, et ça c'est la seule réponse à toutes ces questions. Et l'Internet de demain va être facilité par des clients et pas par des ingénieurs. Et les clients veulent le contrôle pendant que le fournisseur va plutôt faciliter le trafic. Donc, gardez à l'esprit que le client veut tout contrôler, mais vous devez protéger votre réseau et les clients eux-mêmes. Et donc, comment ça fonctionne aujourd'hui? Donc, tout le routage
point à point. Voilà, je suis dans l'Internet, voici mon bloc. Je n'ai aucun contrôle comment ce trafic lui arrive à travers son fournisseur d'accès, donc la route vers la destination. Et le fournisseur qu'il utilise contrôle également ce flux. Oui, il peut manipuler les communautés, etc. Mais l'Internet de demain, nous pensons que les clients auront la possibilité de même diriger le trafic basé du type de trafic à la source. Par exemple, avec des applications. Donc, le fournisseur va mettre en place la réglementation et les règles de ce jeu. Et le client va baser sur ses besoins, pas nécessairement techniques, mais ça veut dire que ces réglementations et ces protections doivent être définies très clairement et les interfaces avec les clients doivent être faciles à opérer, faciles à comprendre. À la limite non technique, vous ne traitez pas avec des ingénieurs. Vous voulez, par exemple, parler avec quelqu'un qui veut un peu plus de latence dans sa communication. Et donc, comment est-ce que tout ceci va se développer? Donc, le client choisit son trafic, ils utilisent des extensions BGP et les clients vont communiquer. Et la logique derrière les contrôleurs des interfaces seront là où les fournisseurs vont pouvoir se différencier. Et ça arrive à grands pas. L'habilité de gérer le réseau. Le réseau de demain, le client va avoir la possibilité de suivre des tâches, mais pas nécessairement au point d'entrée ou de sortie. Vous pouvez aujourd'hui demander à un routeur de vous dire oui, votre paquet, quel est le degré de niveau que vous voulez partager avec votre client. Et je pense que ceci va différer de fournisseur à fournisseur. Et donc, pour faire tout ça dans l'IPv4 aujourd'hui, ce n'est pas hypothétique. Ce que je vous dis, ça existe déjà. Nous le faisons déjà dans nos réseaux aujourd'hui. Le monde V6 est encore dans les airs. Il y a un certain nombre de méthodologies pour faire ça, avec des frais absolument très élevés, mais dans le monde où nous sommes en train de migrer vers les IPv6, ça va soulever un certain nombre de problèmes. Nous parlons d'un changement de paradigme. Considérez ce qui suit. Dans ce schéma ici, dans un réseau normal, le trafic suit le tableau de routage. Par exemple, ITP, Netflix, tout sous le contrôle du fournisseur, et l'ingénieur veut savoir où passent les paquets pour pouvoir les suivre. Et c'est assez simple et bien fait. Mais un client derrière le R1 ou le R6 a très peu de contrôle ce qui se passe entre les routeurs. Prenons comme hypothèse que nous allons donner un label. Le trafic passe par R1. Impose un label sur son paquet, va passer de label à label à label. Le client pourra dire quel est le label à mettre sur quel paquet d'infos. Donc, il faudrait qu'en tant que routeur, il faudrait savoir ce que dit ce paquet, et ce label va en fait surgir. Donc, ça dépend comment ils laissent les clients mettre un label sur leur paquet d'infos et avec quelle réglementation, sous quel contrôle d'interface. Et c'est là où la différence va se faire. Mais ce genre de contrôle devient nécessaire dans un environnement où les gouvernements veulent fermer votre accès et où vous voulez développer votre accès, et où vous voulez, quand vous avez besoin
de retarder un certain paquet d'informations où vous ne soumettez qu'une partie de vos informations. Mais qu'est-ce qui va changer? Mais les instructions vont être rejetées à travers le BGP. Il est possible de donner accès aux clients pour qu'ils puissent dialoguer à travers le BGP avec vous. En regardant les routeurs intermédiaires, ça dépend de ce qui sera, ce que vous aurez comme label dans le paquet d'infos. Vous allez donc, c'est local au routeur qui contient ce paquet, donc ça vous donne beaucoup plus de possibilités de naviguer autour votre routeur. Donc ça me permet de faire ce genre de, si je suis un hôte. Mais ceci dit, combien de contrôle est-ce que vous voulez relâcher vers le client? Et c'est là où je dis justement où se trouve la différence. Alors, le Conundrum V6. Donc IPv6 qui est soutenu sur SRMPLS. Alors pour nous, cela crée un problème, car MPLS, surtout sur ce niveau de contrôle, donc qui doit être élevé, qu'avons-nous tiré comme leçon d'ATM? Donc oui, peut-être que c'est intéressant pour les stats de télégéographie. Alors voilà, on est là à faire des propositions pour fixer cela, pour réparer cela. Mais en ce moment, il n'y a pas vraiment d'accord en fait des différents partis. Et nous bon, on avait décidé d'interrompre, mais on nous a dit qu'il n'y aura pas d'interruption, etc., etc. Donc c'était une situation intéressante à regarder. Mais toujours est-il que l'Afrique doit prendre une position. Donc qu'est-ce qui va fonctionner pour l'Afrique? Liquide à son point de vue. Il a été très clair à ce sujet. Et moi, oui, j'ai également fait des ébauches. Mais voilà. Encore une fois, je répète, il nous faut une opposition. Donc, comme je vous ai dit, il y a 19% de frais généraux et ce ne sera pas possible. Alors, tout d'abord, opérer par exemple des réseaux flexibles, c'est un changement de mentalité. Il faudra s'y adapter. Écoutez, si les ingénieurs d'antan ne s'adaptent pas, ils vont être dépassés par ceux qui justement s'adaptent à la situation, à l'environnement. Et donc, on a une capacité à avancer. N'oubliez pas, aujourd'hui, à ce jour, en tout cas, on n'est plus retenu. Donc, il est question de déploiement. Si le déploiement est bien fait sur les bonnes choses, alors on sera en mesure de faire beaucoup plus dans l'avenir. Mais il faudra prendre des décisions sur ce qui fonctionnera pour l'Afrique. Pas forcément ce qu'un vendeur vous vend ou ce que l'UE vous a dit de penser ou de suivre. Mais à nous de réfléchir sur ces différents points qui vont fonctionner pour l'Afrique. Les protocoles, par exemple, les protocoles sont encore nouveaux. Et à nous, maintenant, sont encore nouveaux et en phase d'élaboration. Donc, nous, on doit s'assurer que les besoins pour le continent soient remplis selon les normes. On doit s'impliquer. Et justement, pour suivre dans ce sens et s'assurer justement que ça fonctionnera pour nous. Nous, par exemple, nos compétences seront fondées sur
une technologie élaborée, développée pour nos nécessités et besoins, au lieu d'une compétence ou de compétences importées, donc d'où notre implication. Alors, quelle voie suivre alors, à partir de maintenant? Quand vous avez par exemple des vendeurs et des fournisseurs de contenu qui se penchent sur le continent africain pour avoir justement de nouveaux clients et de nouvelles sources de revenus, il existe des opportunités. Donc nous croyons dans un avenir où les deux choix sont respectés. Et n'oublions pas ces millions de personnes à connecter encore. Une fois, un vendeur m'avait dit que toutes les nouvelles caractéristiques, etc., dans ce monde de routage et de routeurs, donc moi je ne faisais pas partie et que ça n'arrivera pas. Il me l'a dit d'emblée, en pleine face. Alors, si vous arrivez à convaincre le fournisseur que voilà, ça c'est le marché de demain, car il n'y a rien dans ce sens qui est fait ailleurs, vous pouvez les influencer. Car c'est le marché de demain, même si vous n'avez pas le chéquier aujourd'hui. Et donc, on doit tirer avantage de cela pour s'assurer que les nécessités africaines sont bien remplies et sont satisfaites. Donc, matière à réflexion. Avec notre marché évolutif, et qui évolue rapidement, on doit s'activer, on doit continuer à innover. Sinon, on va se faire écraser, littéralement. Vous avez de plus en plus de routes et de voies. Maintenant, à vous de contrôler cela, de maîtriser cela. Il y a des réalités sur le continent. Difficultés géographiques, difficultés politiques, etc. À nous maintenant de naviguer autour de ça. Et en tant qu'ingénieur réseau, on doit continuer à apprendre. Donc n'oubliez pas, il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui, ainsi que son avènement. Si on ne continue pas à apprendre de la machine, c'est la machine qui va nous dépasser. Une fois de plus, on ne peut pas laisser la machine apprendre beaucoup plus vite que nous, sinon on sera dans une situation difficile. Et les personnes qui ne sont pas connectées au net, c'est un énorme marché, on doit en tirer avantage. Voilà. Messieurs, dames, je vais vous remercier et peut-être accueillir quelques questions. Merci Andrew. Commentaires, questions? Donc, bonjour. Magnifique. Magnifique présentation. Je m'appelle Tunde Koka, directeur du Work Center. J'ai fait une observation. Et ma question sera autour du hub ainsi que sa localisation géographique en Afrique de l'Ouest. Si je vais faire une supposition, ce sera Lagos, non, pour l'Afrique de l'Ouest. Cependant, il y a également l'aspect francophone qu'il faut tenir compte. Et la Côte d'Ivoire apparaît comme un hub francophone. Et je vois que la densité justement des opérateurs se convergent plutôt vers cette localisation géographique. Alors pourquoi? On l'a vu dans la présentation précédente, donc en matière de croissance de capacité, il y a Lagos déjà qui se positionne, comme l'a démontré la présentation. 2. Bien sûr, le Nigeria doit encore abattre beaucoup de travail, n'est-ce pas?
Mais le chiffre montre que 20 millions de PME dans le pays, en fait, représentent, je crois, la population de la Belgique. Il y a pas mal de travail qui a été fait quant à la facilité de faire des affaires. Donc, les questions d'imposition, de réglementation, etc., ainsi que la détermination du gouvernement, afin de traiter justement de ces questions de faciliter le business. Donc, si on commence à anticiper sur ces petites choses, les acteurs clés dans cette salle sauront en fait qu'ils ne doivent pas louper justement cette opportunité clé également, qui sera le point d'ancrage en fait, mais pas aux dépens des autres pays de l'Afrique de l'Ouest bien sûr, mais plutôt voir une opportunité pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et finalement, si vous vous penchez sur la cartographie de connectivité, on a remarqué qu'il y a une ligne fine entre le Ghana et le Nigeria. Donc on voit bien ce mouvement entre ces deux pays. Et de par ce que j'ai entendu et de par ce que j'ai discuté avec les gens ici, c'est que le mouvement, c'est Lagos-Ghana plutôt. Alors, ce hub, c'est Lagos pour l'Afrique de l'Ouest, et est-ce que ce sera l'avantage des autres pays? Et y aura-t-il quelque chose pour les francophones, donc en tenant compte, bien sûr, d'Abidjan? Merci. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais discuter avec vous par la suite, monsieur, car il y avait quelques points très intéressants, des arguments très intéressants que vous avez soulevés. Donc ce serait bien d'avoir une discussion en aparté, si cela ne vous dérange pas. Allez-y, monsieur, en fond de salle, mais approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Désolé, il me faut le casque, car monsieur, j'imagine, va parler en français. Allez-y, monsieur. Merci, je m'excuse, je crois que je vous ai assez dérangé. Je rejoins également mon prédécesseur pour vous féliciter par rapport à cette brillante présentation. Et je crois que vous avez fait une très belle projection sur l'avenir de l'Internet en Afrique. Ceci m'a un peu, en tout cas, m'a pas laissé indifférent par rapport à la position géostratégique de mon pays, le Tchad. J'aimerais tout simplement vous encore demander en quelle sorte votre vision par rapport à la position géostratégique de mon pays, par là en tout cas de transit international et tout. Donc l'autre a parlé de Lagos, où vous avez déjà un hub pour desservir l'Afrique de l'Ouest et tout. Est-ce que le Tchad ne pourra pas en tout cas vous servir également de sa position au centre de l'Afrique, de faciliter un peu l'interconnexion avec les pays du Nord, du Sud au Nord, de l'Est à l'Ouest, etc. Donc j'aimerais juste avoir un peu votre vision par rapport à cette opportunité aussi d'avenir. Alors, écoutez, la question de hub, monsieur, c'est intéressant. Je suis presque sûr que si je demandais aux personnes du Nigeria, du Tchad, du Ghana, du Cameroun, ou peu importe, qu'ils sont à la bonne place, qu'elles sont à la bonne place, mais quelle est ma vision? Il y a un certain nombre de facteurs. Donc, accès au marché déjà, la facilité d'extraire justement le câble, la fibre, et forcément, ça dépend des relations entre le pays hub et les voisins, n'est-ce pas? Et est-ce que vous pouvez établir des accords pour pouvoir mettre en place le câble, la fibre? Ça dépend de la stabilité politique, ça dépend, par exemple, de si je suis, par exemple,
je suis dans une zone de guerre et j'essaie de faire passer une fibre, donc ce n'est pas évident. Ces facteurs, en fait, sont à multiples facettes et ce n'est pas un exercice facile à faire. Et alors, si vous examinez la question, vous n'êtes pas sûr en fait où est-ce que l'on va là-dedans. On vous dit, écoutez, n'investissez pas dans ce pays où on essaie de voir comment ce hub va performer. Oui, effectivement, il y a une planification d'investissement dans tel ou tel endroit, mais on n'est pas à 100% sûr quel sera le résultat en raison des multiples facteurs. Donc, je ne pense pas que c'est figé dans de la glace. Ce qui va réellement déterminer cela, c'est où est-ce que les fournisseurs de contenu vont aller. Écoutez, quand vous faites la comparaison, en tout cas avec les autres, l'investissement provenant de l'Est, ça pourra avoir un impact, un effet énorme sur où tout cela va nous mener. Donc c'est quelque chose de très difficile à prévoir à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Et en ce moment, c'est une question ouverte. Voilà. Bonjour à nous. Michel, toujours. Sinon, j'ai une petite question qui requiert une question fermée, oui ou non. Effectivement, on a parlé de chute de tarifs et de coûts, etc. Est-ce que vous pensez que les clients voudront payer plus pour faire le genre de choses que vous proposez? Je ne peux pas vous donner en fait une réponse par le oui ou par le non, mais une réponse brève. Et je dirais que sur la partie connectivité, probablement non. Cependant, pour les services limités, sur une offre limitée par le temps, dans certains cas de figure, oui, effectivement, il y aura un service qui va vous dire, voilà, je vais m'occuper de cette adresse, choisir cette voie, etc. Et il me faut 4 heures, etc. Et oui, le client va peut-être payer à 100%. Merci, Andrew. Très bien. J'imagine qu'on peut applaudir Andrew. Merci bien. Alors, le dernier, mais pas le moindre, à savoir une dernière présentation de Logan, qui est avec d'ailleurs Afrinic. Il est ingénieur chargé de la sécurité et travaille avec AETF. Lui nous en fera d'ailleurs état. Très bien, je vais essayer d'être le plus court que possible, le plus concis. Comme vous l'a mentionné, si on va parler d'avenir, il faut que le réseau pense à nouveau, justement, comment les choses sont faites. Et pendant longtemps, si vous vous penchez sur l'historique de TCP/IP, en fait, ça fait déjà une trentaine d'années. Et là, on parle de choses à faire rapidement, ou encore le déploiement de Quick, pardon. Toujours est-il qu'il faut plus de services interactifs. Et l'ECN, c'est quelque chose qui a été mis en place lors de la dernière décennie. Et ici, on vous dit, écoutez, là, vous avez un expéditeur. Et quand l'expéditeur envoie trop de trafic, et au lieu de dire, voilà, arrêtez, on vous dit, voilà, il y a un peu de congestion, donc calmez-vous.
en parlant des modems et des routeurs, donc on disait bien qu'ils allaient cracher. Et ECN, malgré sa vieillesse, donc il y a eu très peu de déploiements. Récemment, il y a eu un gros push, comme Andrew l'a mentionné. En fait, il y a de plus en plus de personnes sur le système sans fil. Et Apple, par exemple, qui a lancé justement ECN sur tous ses produits. Alors pourquoi Apple le ferait? L'avantage principal de CN, c'est que il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, effectivement, il y a par exemple une congestion quelque part. Et quels sont les avantages de CN? Si vous avez par exemple, en comparaison avec il y a 10 ou 20 ans, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent le Wi-Fi. Et nous, la retransmission justement de ce Wi-Fi, en fait, ça peut être de trop. Avec ECN, votre service interactif TCP peut être beaucoup plus rapide. Donc il y a une augmentation, un accroissement. J'essaie de synthétiser ici des avantages interactifs, et pour les ingénieurs réseau, c'est beaucoup plus facile à voir en fait, d'avoir une vue d'ensemble. Et le dernier point que je vais élaborer en fait un peu plus vers le VN, c'est par le biais de CN, vous pouvez élaborer de nouvelles façons afin de réagir à la congestion. Donc il y a pas mal de propositions dans ce sens, et la raison pour laquelle cela nous concerne, c'est que le futur de TCP/IP en fait a été décidé par un petit groupe de personnes, et cela aura un effet sur vous également. Donc maintenant que j'ai fait l'introduction de CN, je vais vous faire état des nouvelles propositions en concurrence. Le problème que les gens ont remarqué avec ECN et son déploiement, c'est que c'était un petit peu trop agressif. Une fois que vous voyez le CE, donc vous devez vous retirer de manière agressive, et c'est un problème pour certaines personnes. Et justement, un groupe de personnes a élaboré une idée. Au lieu d'avoir ECN, pourquoi ne pas avoir un mécanisme de signaux, en fait, qui est moins fort que ECN, et c'est appelé SCE. Donc, le problème avec SCE, c'est que ça exige un code. Donc là, en ce moment, vous avez le développement, l'élaboration de TCP/IP avec deux propositions ayant deux différentes significations quant à l'utilisation. Et cela est décidé par un petit groupe. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont impliquées. Je sais qu'il y a les développeurs Linux, David Reed également, inventeur de UDP, des personnes provenant de Akamai, et ensuite des entreprises de câblage, donc qui font avancer leurs propositions, leurs propres propositions. Et parmi tout ceci, nous avons un groupe à l'île Maurice, soit Cyberstorm, qui a travaillé justement sur le SCE et un petit peu sur le L4S, afin de voir comment on peut mettre en œuvre ceci. Et il faut comprendre que là, on remonte à 30 ans. Donc c'est relativement vieux, et il faut justement procéder à ces changements et générer des rapports. Donc mon message, c'est, au lieu d'avoir des petits groupes afin de décider justement de l'avenir de TCP/IP, pourquoi ne pas avoir beaucoup plus de personnes? Car l'impact, on va ressentir cet impact. Alors, voyons un peu ce L4S qui a été conceptualisé par DCTCP, qui est une variante de TCP. Et comme je vous ai dit, ça coïncide avec le SCE. Donc au lieu d'avoir le SCE qui vous dit, au lieu d'utiliser ces 3 points de code, donc et
en cas de congestion, vous allez vous retirer de manière moins agressive. Et écoutez, le protocole, c'est avoir une meilleure expérience pour les clients. Oui, on a parlé de bande passante, mais pas de latence. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes, non seulement à l'île Maurice, mais dans d'autres parties du continent africain. Et afin de discuter justement malgré le côté un peu agressif quelquefois. Mais bon. Nous, on a travaillé sur des prototypes et la première chose, c'est qu'il vous faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à réfléchir justement sur le côté blocage de CN. Et vous, en tant qu'opérateur, vous pouvez tester, faire des essais, etc. et faire un feedback, un retour. Est-ce que c'est à votre avantage? Parlez de vos résultats. Ne travaillez pas en silo. Comme Nishal le dit, oui, effectivement, il y a une concurrence au niveau commercial, mais au niveau technique, on doit collaborer. Et si vous avez du temps, je vous encourage, vous pouvez mettre en place justement ce système avec le prototype que j'ai et je serai ravi de m'entretenir avec vous et partager les résultats, s'il vous plaît. Car ce qui se passe dans le groupe de travail, donc dans le TSVWG, donc ça va vous affecter de toute façon à un moment donné. Donc mieux vaut s'y impliquer maintenant que plus tard. Voilà la communauté IETF à l'île Maurice. Peut-être que ça va vous surprendre alors que l'élaboration est en cours justement à l'IETF. Mais avec l'élaboration justement d'Internet à l'île Maurice, donc on a une connectivité avec Mauritius Telecom et on a un groupe relativement jeune. Donc ils sont là à faire la lecture de code qui date de 30 ans, donc c'est une énorme expérience, oui. Là, moi en tout cas, j'essaie de faire passer ma connaissance à ces plus jeunes. Et la partie essentielle, c'est qu'avec TCP/IP, et même les gens de 16 ou 17 ans comprennent justement. Mais voilà, je pense que il est temps pour l'Afrique également de changer. Merci bien. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions, s'il vous plaît? Oui, nous avons une question. Logan, je ne veux pas transformer cela en un débat très compliqué sur IETF. Si vous regardez à ECN, sur les routeurs intermédiaires pour contrôler les IRR, etc. Donc, ma question est celle-ci. Si vous regardez les nouvelles technologies, par exemple, habilité du programme et en utilisant les options pour faire ces changements, pourquoi ne pas le faire au plus haut niveau du projet plutôt que plus bas? Parce que vous avez des possibilités d'interagir, Oui, vous pouvez le faire aussi. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais avec les prototypes qui tournent, un vendeur, par exemple, Aruba, a travaillé sur un switch qui pouvait utiliser SCE. Ouais, ce serait bien de le faire au plus haut niveau, vous avez raison. Mais pourquoi est-ce que les gens font quick? Parce qu'au plus haut niveau, c'est plus facile de la mise à jour, etc., etc. Je suis d'accord avec vous. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, ou de commentaires avant que nous ne fassions la pause pour le déjeuner, s'il vous plaît? Nous avons une question. Je suis Kevin Cheguet, Internet Société. Question pour Logan. Où est-ce qu'on peut trouver tout le travail que vous êtes en train de faire avec les tests? Comment est-ce que nous pouvons trouver ça? Deuxièmement, si vous n'avez pas d'objection, une question à Andrew. Andrew, dans votre présentation, vous avez dit, vous voyez l'avenir de l'Internet dans la façon dont les clients pourraient sélectionner la destination de leur paquet. Donc, je sais que en ce qui concerne la connectivité de point à point, quelle serait la sécurité de l'Internet si chaque client pouvait faire ce qu'ils veulent avec leur paquet? Ça pourrait créer beaucoup plus d'erreurs dans le système et donc mettre à mal la sécurité de nos routeurs. En ce qui concerne le travail que vous faites, vous avez écrit des codes, vous avez écrit des programmes. Il semblerait qu'il y a des gens autour de vous pour tester cela. Vous deux, vous pourriez facilement, aisément résoudre le problème. En ce qui concerne, ça pourrait créer plus d'instabilité. Comme je l'ai dit plusieurs fois, quel est le niveau de contrôle qu'on doit transférer au client et avec quelle réglementation et règles? Oui, potentiellement, oui. Oui, il est clair que ceci pourrait vraiment briser la routine pour un routeur particulier ou un réseau particulier. D'abord, vous devez avoir une validation de la destination. Donc, vous allez dire, faites ce que vous voulez. Vous allez avoir une série d'options qui vont vérifier ce que le client veut. Mais si vous ne le faites pas, bien sûr, ça peut créer des problèmes. C'est pour ça que je dis, ce qui va différencier les fournisseurs ici, c'est qu'est-ce qui est dans ce contrôleur, pour ainsi dire. Quel est le degré qu'ils vont transférer au client et sous quelle protection et comment est-ce qu'ils vont être capables de contrôler la SN, parce que ça va être crucial pour le routeur. Donc, il est important de parler à un plus large spectre de fournisseurs. Mais les aspects de tous les jours, ça va dépendre quelle est la compétence de vos fournisseurs et de vos programmeurs. Vous savez, les prochains ingénieurs qui ne connaissent pas la programmation à cause des problèmes de ce genre vont être virés. Ils n'auront plus de travail. Et c'est à cause de ce genre de développement et mettre en place ces réglementations va être la réglementation de demain. J'ai une suggestion pour vous. Il faudrait commencer à apprendre à coder parce que ça va être très utile pour votre métier futur. Yes, thank you to Patrick and Logan. Merci à Patrick et à Logan. Vous avez été un auditoire absolument remarquable. Bonjour tout le monde, merci beaucoup au panel précédent. Je crois qu'il est clair pour nous que nous devons devenir